Donc après ce cogito assez peu cartésien, je pense donc j'inhibe, on peut envisager maintenant votre moment presque goéthéen. Au commencement ou au début est l'acte, ou est l'action. Pas le verbe, mais l'action. Oui, vous revenez à une phrase que j'ai mis en exergue à mon premier bouquin, Le sens du mouvement. Oui, nous vivons, en particulier en France, mais en Occident en général, dans une culture magnifique du verbe, du langage, de la pensée rationnelle que nous avons appris des Grecs. Du logos. Oui, du logos. Que nous avons appris non seulement des Grecs, mais aussi des grands philosophes allemands et des grands philosophes français aussi, bien sûr. Et nous vivons donc dans une culture qui met en exergue la pensée rationnelle. Donc, pas seulement le verbe. Le verbe, le problème a été avec l'autisme qu'on a culpabilisé les femmes parce qu'on pensait que l'autisme, c'était essentiellement le langage. C'est une chose. Mais, et cette culture qui a été sans doute une des raisons, un des moteurs les plus puissants non seulement de la pensée, mais aussi d'ailleurs de la technologie occidentale et de ses rapports dans la domination du monde, en même temps est très différente de la pensée extrême-orientale, chinoise par exemple, qui met en avant l'acte. Et moi, j'ai eu l'occasion de lire en particulier le livre de Han Cheng, magnifique, sur la pensée chinoise, et de comprendre ça de façon très, très claire. Mais c'était évidemment connu de tous les gens qui connaissaient cette pensée, de la pensée aussi bouddhiste, etc. C'est-à-dire, et du théâtre d'ailleurs oriental, dont s'inspirent des gens comme Ariane Mnouchkine, hein. C'est l'idée qu'au début est l'acte. Et moi, je dois beaucoup à la lecture que j'ai faite il y a longtemps, quand j'étais jeune ingénieur à l'école des mines, de Merleau-Ponty, puisqu'à l'époque, je suivais des cours de philo, d'ailleurs d'un philosophe qui n'était pas un phénoménologue, c'était Raymond Ruyère, qui est un finaliste. Et épistémologue aussi. Épistémologue, mais qui s'intéressait beaucoup à la biologie. Les livres de Ruyère sont pleins de biologie. Et j'ai été très inspiré par la pensée des philosophes phénoménologues, parce que des gens comme Merleau-Ponty remettaient au début le corps en acte, la notion d'acte, et non pas la notion d'action. Et je vais vous faire... je vais raconter une anecdote. C'est quand je suis entré au Collège de France, le grand grammairien Zemb, qui était là, m'a pris un peu sous son aile parce qu'il est venu me voir en ayant lu ce livre. Il m'a félicité, il m'a donné une bonne note. Il m'a dit « Berthoz, c'est bien parce que vous avez traduit Faust. Au début était le verbe et puis il se reprend, au début était la force et puis enfin il dit non, au début était l'acte. Vous l'avez traduit par était l'acte et pas l'action. » Et tout à l'heure, nous avons parlé des neurones miroirs. Les neurones miroirs ne codent pas l'action. Ils ne codent pas l'action du geste. Ils codent l'acte. Et Rizzolatti et son école a découvert que c'est, non pas ces neurones, mais ce système, parce que c'est plusieurs aires, hein, c'est un réseau. Ce réseau est capable aussi de reconnaître l'intention de l'acte. C'est l'intention d'agir. Donc c'est vraiment intéressant aujourd'hui ce lien qu'il y a entre la pensée philosophique de l'acte et le fonctionnement de notre cerveau, qui n'est pas simplement une machine, comme vous le voyez, qui s'occupe des muscles et des mouvements ou qui fait l'intégration des sens, mais vraiment qui nous replace dans le monde avec en essayant d'y trouver une signification. L'acte qui ne se réduit pas à la motricité. Exactement. Merci de cette formulation tellement synthétique.
l'acte, donc attention entre l'action et l'acte, qui procéderait d'un dialogue entre le corps et son double. Oui, nous en avons parlé il y a un moment. Alors, précisons cela, approfondissons cela. Les neuropsychologues, en particulier de la grande école de neurologie française, à l'origine de la Salpêtrière, mais aussi allemande, etc., avaient décrit il y a très longtemps les phénomènes appelés de autoscopie et autoscopie sortie du corps, qui sont ces phénomènes, ces perceptions des patients neurologiques qu'ils sortaient de leur corps. Et donc, ça n'était pas de la parapsychologie, c'était vraiment la neurologie des patients qui avaient l'impression qu'ils étaient dédoublés. Alors, il y a un pendant de ces découvertes dans la littérature. Vous savez que Gilgamesh avait un double, Dostoïevski, tous les poètes. Donc, dans la littérature, il y a aussi une description, depuis toujours, de ces dédoublements. Donc, à la fois les neurologues et pas les artistes aussi, d'ailleurs les artistes, et les écrivains nous avaient alertés sur le fait que nous avons dans notre cerveau des mécanismes qui nous dédoublent. Et les montagnards aussi, puisque nous parlions du sport, des montagnards arrivant à quelques centaines de mètres du sommet du Kilimandjaro, pour ne pas parler de l'Everest, dans un état d'anoxie, se percevaient tout d'un coup en train d'aller au sommet. Dédoublement. Et même nous, dans une forte fièvre, nous pouvons avoir au-delà de 40... moi, j'ai eu jusqu'à 41,5 il n'y a pas longtemps. J'ai pas eu de dédoublement. Mais dans ces cas-là, on peut avoir ce sentiment. Donc, nous avons un double de nous-mêmes qui est celui qui s'active dans le rêve, dans des maladies. Les membres fantômes. Vous savez que si vous me coupez le bras, éventuellement, j'aurai un bras fantôme. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ce bras fantôme, je le percevrai en mouvement. C'est ce que nous rapportent les gens qui ont des bras fantômes. Une de nos collègues en Finlande a fait de très belles études utilisant l'imagerie cérébrale en MEG, magnétoencéphalographie, d'une dame qui avait un bras fantôme. Et cette dame, elle était très embêtée parce qu'elle allait au supermarché. Et elle était très embêtée parce qu'elle avait un seul panier, mais elle avait l'impression qu'elle en avait 3. Donc, nous avons un double de nous-mêmes, oui. Oui, nous avons un double de notre corps, mais pas simplement de notre corps physique, de notre corps dans ses relations avec le monde, l'espace. Un corps mental, on peut parler? Oui, parlons de corps mental, oui. Et nous avons d'ailleurs sans doute d'autres structures qui nous permettent attention au mot, de regarder ce corps. Nous avons une structure ici, dans le cortex occipital, qui est le précuneus, qui avait été appelé the mind's eye, le regard du cerveau, qui est une structure qui a sans doute la capacité d'aller observer ce qui se passe, comme dans d'autres structures, le cortex singulaire, par exemple ici. Nous avons des structures qui sont capables d'aller regarder la différence entre ce que nous voulons faire et ce que nous faisons. Donc nous avons à la fois des doubles mentaux et des capacités d'aller vérifier. Et c'est pas nous ne sommes pas dans le mystère, nous sommes bien dans le fonctionnement cérébral, et c'est en cela que ces découvertes des neurosciences sont intéressantes, à la fois pour l'apprentissage, parce qu'à ce moment-là, apprendre, c'est comprendre ces relations, et c'est aussi intéressant pour la psychiatrie aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque, par exemple, Descartes cite l'exemple du membre fantôme, c'est pour disqualifier nos sens et mettre en doute la réalité sensible. D'abord, ce n'est pas votre cas. D'autre part, qu'il y ait un double ou un dédoublement, ça ne vous conduit pas à une nouvelle thèse dualiste. Ah non, pas du tout. Je vous remercie. Je dénonce avec beaucoup d'humilité. On est bien d'accord là-dessus. J'ai une position de scientifique, même si je me permets, et en particulier par votre incitation, de généraliser. Non, je dénonce un certain nombre d'approches, y compris philosophiques aujourd'hui, mais aussi scientifiques, que j'appelle crypto-dualistes. C'est-à-dire des collègues ou des gens qui, en fait, pensent
qu'il y a une séparation complète entre l'âme et le corps, entre l'esprit et le corps, et qui finalement dissimule ça aujourd'hui en utilisant certaines des données des neurosciences pour essayer de soutenir ces thèses-là. Donc il faut être très attentif. Il y a eu au Collège de France, il y a quelque temps, un très beau symposium organisé par Frédéric Worms et Anne Fagot-Largeau sur Bergson. Et on m'a demandé d'essayer de voir dans Bergson ce qu'il pouvait y avoir de moderne et de lien avec les neurosciences. Alors, j'ai dû relire tout un été certains des livres de Bergson. Et Bergson était un vrai dualiste au fond. Hein. Il disait, il y a la même séparation entre le corps et l'esprit qu'entre le manteau et la patère sur lequel on le soutient. Mais il y a des intuitions dans Bergson absolument remarquables sur ces-là. Oui, donc ce dont nous parlons aujourd'hui sur l'acte, sur la différence entre l'action et l'acte, sur le double, aujourd'hui, et en particulier depuis une dizaine d'années, depuis que nous nous étions rencontrés, font l'objet de débats extrêmement intéressants aux frontières des différents points de vue, finalement, sur le dualisme.